Spécial Montmagny, on est avec Étienne Frenette, Michael Fournier et Victoria Ponce et on parle de l'armée. On subit des pressions mondiales, mais entre autres de la part de notre voisin américain, pour investir un peu plus d'argent dans notre armée. On sait que l'armée, c'est un sujet qui est quand même délicat. C'est pas nécessairement tout le monde qui a envie d'investir dans l'armée. On va quand même essayer de déterminer aujourd'hui, d'explorer un peu plus la question de l'armée, puis d'en apprendre un peu plus. On a avec nous 3 invités qui sont reliés avec ce sujet. J'aimerais savoir de ton côté... T'es dans l'armée? Il y a quelque chose qui me dit que t'es dans l'armée. Oui, je suis dans l'armée depuis 2017. Je suis bombardier-chef au 6e régiment d'artillerie qui est à Lévis, Montmagny et Val-Belair présentement. Puis, dans le fond, c'est la milice, là, la réserve. Là. OK. Bombardier, tu m'as dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Bombardier-chef, c'est un grade militaire qui est seulement pour les artilleurs. Donc, autrement que dans l'artillerie, ça serait caporal-chef. OK. Donc, on commence par soldat, après on va aller à caporal, puis après on va aller à caporal-chef. Puis tout ça, c'est des formations supplémentaires. Plus on monte en grade, plus on monte en leadership. Puis pour l'artillerie, vu qu'on on lance des bombes, comme on pourrait dire de façon plus familière, on s'appelle des bombardiers-chefs. OK. Parfait, on y reviendra. Tu m'apparais pas comme étant dans l'armée? Et non. D'ailleurs, moi, l'époque qui me concerne le plus, c'est une époque avant même que le Canada ait sa propre armée. Hein. Moi, je gère le Fort Ingalls, donc qui est une forteresse de campagne britannique. Donc, c'était à l'époque où les soldats n'avaient pas ces merveilleux équipements pour se cacher, mais plutôt étaient en rouge avec des hauts chapeaux. Là. Donc, je pourrais peut-être plus parler de la situation politique internationale de l'époque, là, de 1839. Super intéressant. Merci d'être avec nous. Puis de ton côté, est-ce que tu as le même grade que notre collègue? Oui, tout à fait. Moi, je suis sergent. C'est le grade qui est supérieur à bombardier-chef. OK. C'est comme le 2e grade de leadership des Forces armées canadiennes. Ça fait combien de temps que tu es dans l'armée? Ça fait 8 ans. Il me semble en 2016. Alors, moi, je travaille surtout en formation. C'est moi qui forme les nouveaux à l'unité. C'est moi qui les forme durant la période estivale. Donc, tous ceux qui arrivent, là, la première expérience dans l'armée, qualification militaire de base, c'est moi qui est instructeur là-dessus, qui les forme. Bon, voilà, je vais y aller tout de suite avec la première question. C'est-tu vrai que tu leur cries après, là, comme du poisson pourri? Là? Non, ça se fait toujours avec respect. Oui, parfois on monte le ton, là. On monte la pression, c'est clair, parce qu'on a un travail qui en demande beaucoup. Là. On demande beaucoup de gestion du stress. C'est normal de mettre du stress sur l'information, mais c'est toujours respectueux. Il y a toujours une ambiance de respect. OK. C'est quoi ton objectif avec une nouvelle recrue, en fait? C'est de le former en tant que militaire, puis de passer civil à militaire, c'est de le former côté discipline surtout. OK. Ça tourne beaucoup au-dessus de ça. C'est pour ça qu'on leur donne des tâches, comme on dit, des timings, des temps à respecter serrés. À l'uniforme, on veut que ça soit parfait. Il y a inspection souvent. On leur donne aussi des tâches là, en peu de temps qu'ils doivent réaliser. Fait que tout ça, ça amène un travail d'équipe. Ça fait une cohésion. Puis le but de ça, c'est de former un groupe qui va agir ensemble, travailler ensemble. Comme là, en ce moment, ton uniforme il est parfait. Là. Oui, il serait parfait. Ouais, je dirais. Peut-être que c'est quelque chose que moi, je sais pas. C'est bon. On devient de plus en plus, justement, on a chacun nos forces, puis plus on donne de cours, parce que moi aussi, dans le fond, j'ai eu la chance avec le sergent Fournier de donner un cours de qualification militaire de base qu'on appelle à QMB. Puis, justement, je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit, puis c'est un état de stress aussi. Parce que dans l'armée, quand on va être envoyé à quelque part, ça va être en état de stress, que ce soit pour les inondations qu'on fait ou les feux de forêt qu'on aide ou quand on fait des déploiements extérieurs du Canada, on est toujours en état de stress. Donc, si on est un petit peu comme un petit professeur de primaire ou un petit professeur de secondaire, l'état de stress ne se créera pas. Donc, on ne pourra pas comprendre comment il réagit, notre membre, au stress si on ne lui fait pas vivre. Donc, c'est pour ça que des fois, on lève le ton. Des fois, on met des temps un petit peu plus courts. Des fois, on dit rien. Des fois, on laisse tout simplement les membres aller dans une seule explication qu'on donne.
puis on regarde comment ils réagissent en équipe pour ok. voir leur stress, puis comment que leur cohésion va se faire, puis leur prise de décision va être rendue à quelle étape. Puis plus les semaines avancent, puis plus on veut que leurs décisions se fassent de plus en plus en communication avec leurs autres membres du QMB, les autres stagiaires, comme on les appelle. Puis, avec le temps, ils vont prendre de plus en plus des décisions militaires, donc plus coordonnées, la communication qui sera beaucoup plus vite, la chaîne de commande, dans le fond, qui est le boss, qui prend les décisions, ceux qui font juste les petites tâches rapides. Fait qu'on voit cette évolution-là. Puis c'est vraiment en état de stress qu'on veut aussi les voir, parce que c'est comme ça qu'ils vont devoir vivre, avec un état de stress en déploiement. Comme dans le fond, je comprends très bien, c'est très bien dit. L'idée, c'est la gestion du stress, finalement. Exactement, c'est vraiment le nerf de la guerre. OK. On va passer sur l'aspect historique de tout ça. Ouais. Le fort en question, c'était pour se protéger contre qui? Les Américains. OK. Donc, on était déjà, là, la conquête était terminée depuis déjà un bon bout, là. Puis notre objectif, en fait, c'était de sécuriser la frontière. Parce que quand les États-Unis ont gagné leur révolution ou rébellion, ça dépend de quel côté vous vous tenez, là, on a défini la frontière comme étant les Hauts-monts. Mais à peu près 50 ans plus tard, en 1830, il n'y a plus personne qui sait ce que ça veut dire, les Hauts-monts. Est-ce que ça veut dire les montagnes les plus hautes ou les montagnes les plus au nord? Donc, les Américains disaient, ben, c'est les plus au nord, donc c'est pas loin de Rivière-du-Loup. Puis les Britanniques disaient, non, c'est les plus hautes, ça, c'est dans le sud du Maine actuel. Donc là, il n'y a plus personne qui savait ce que ça voulait dire. Donc là, forcément, il y a des gens qui voulaient exploiter la forêt parce qu'on est une grosse région forestière. Puis nous, à l'époque, ben, le bois était excessivement important parce que c'est avec ça qu'on faisait les navires. Ouais. Puis si on regarde dans le contexte politique de l'époque, la dernière fois où l'Angleterre a eu vraiment de la difficulté, c'est quand Napoléon a imposé son blocus continental, qui a empêché l'Empire britannique d'aller chercher le bois d'Europe, et ça leur a donné beaucoup de difficultés, donc ils ne voulaient pas se remettre dans une situation comme ça. Puis il faut aussi savoir qu'à l'époque, hein, notre armée, c'était pas notre armée, c'était les soldats britanniques qui venaient d'Angleterre, en bonne partie. Donc, l'hiver, qu'est-ce qui se passe avec le fleuve? Il gèle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on se fait attaquer en hiver? Bien, il faut déposer les soldats à Halifax et les faire marcher jusqu'à Québec, jusqu'à Montréal, jusqu'à Toronto. Et ça, c'était le chemin militaire d'hiver qui passait juste devant le fort. Donc, on a un peu installé le fort pour dire la frontière est à nous, on protège notre chemin, qui était aussi le chemin postier en temps de guerre, et on s'impose sur le territoire. Puis ça fait en sorte que l'Empire britannique peut continuer à défendre ses frontières. Mais est-ce qu'on s'est battu contre les Américains à cette époque-là? Ça a été non sanglant. Ah, OK. Ouais, ça a Une été bataille non non sanglante. sanglante. Ouais, c'est drôle parce que maintenant, on parle très, très peu de la guerre d'Aroostook, hein, parce que justement, ça n'a pas été sanglant, donc on dit, bah, c'est rien. Ouais. Mais quand on relit ce que les soldats écrivaient, ce que les officiers écrivaient, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de tension. Puis, il y a d'autant plus de tension que un an plus tôt, en 1838, ben, c'est les Patriotes qui viennent de se rebeller. Donc là, on pense, ben, si les États-Unis réussissent à couper le chemin, c'est sûr que le Canada va se rebeller encore, puis là, on n'aura pas moyen de les arrêter, puis il va falloir revenir l'été, etc. Donc, c'était une situation politique quand même extrêmement tendue. OK. Là. Il n'y a pas eu d'escarmouche comme telle? Non, ce qu'il y a eu des... C'est drôle parce que c'est surtout les bûcherons, ils ont enlevé un collecteur de taxes américain. Là. Ah, Donc, ouais. de la manière dont la guerre a commencé, c'est quand même un peu drôle, c'est que les deux pays disaient, ben ça, c'est nos terres. Ouais. Donc là, forcément, les États-Unis envoient un collecteur... plutôt, l'Empire britannique envoie un collecteur de taxes. Ensuite de ça, 2 jours après, il y a un collecteur de taxes dans l'oncle Sam qui vient voir les mêmes bûcherons. Là, les bûcherons ont dit non, là, on a payé nos taxes, donc ils l'ont pris, puis ils l'ont amené à Edmundston, puis ils l'ont foutu en prison. Et ça a été le début de la guerre. Puis là, ce que tu me disais, c'est que l'uniforme, entre autres, a énormément changé. Là, je veux dire, décris-moi l'uniforme comme tel. Là, ça consistait en quoi exactement? Oui, je vais juste faire une petite aparté Ouais, en disant là, que quand tu parlais tout à l'heure de formation, etc., on retrouve les mêmes idées, les mêmes concepts déjà en 1839. Par exemple, l'habit parfait. Donc, nous, c'était avoir des culottes blanches, parfaites, immaculées. Dans le fin fond du bois? En effet. OK. En effet. C'est un beau défi. Par la suite, il faut un habit rouge.
encore là parfaitement, et il y a des boutons. Donc, s'il manque un bouton, par exemple, ça peut être des coups de fouet, ça peut être... Des coups de fouet? Ça peut être des coups de fouet. Ah, tu vois, à mettre dans vos exercices. Donc, c'est drôle parce qu'ils disaient, oh non, on leur crie pas après, mais nous, on leur criait après, définitivement. Puis les officiers étaient une classe vraiment séparée des soldats. Par exemple, je vous écoutais, puis nous... en haut de caporal, un soldat standard ne pouvait pas aller en haut de ce grade-là parce que nous, à notre époque, on paye nos grades. Ouais. Et non seulement on paye nos grades, mais c'est fait en sorte que le salaire de soldat ne nous permet pas d'acheter ce grade-là. Donc, c'est une autre classe. L'armée, être dans l'armée, ça t'enseigne des bonnes valeurs. Le concept de la guerre, je suis pas fan. On disait, j'aime pas ça, voir les gens se chamailler, là. On dirait que j'aimerais ça que ça soit plus comme, ouais, je suis pas d'accord. On prend un bain, on dort là-dessus, on se revient demain, tu sais. Tu sais, peut-être que le lendemain, ça serait comme genre, hey, tu sais quoi, garde-la ton huile. C'est juste moi, j'aurais besoin d'huile. J'aurais aimé ça de la voler, genre, peut de l'acheter à la place, au pire. Tu sais, à la place de se tirer dessus, peut-être que pourrait jouer à Connect Four. Puis il y a ça, mettons, en tranchée. Et plus que les soldats gagnent, plus qu'ils avancent, t'sais. Ça reste stratégique, mais c'est moins violent, tu sais. Tu sais, sinon, tu sais, les dés, à la place de se tirer dessus, j'ai gagné. Oui, il y a les fusils qui tirent des munitions. Il y a des fusils à T-shirt aussi, là. Ça serait bien plus le fun. Ce qui est le fun de l'armée, par contre, c'est les uniformes. Tu sais, le camouflage vert, sont dans les forêts, c'est imperceptible. C'est fou, ça. Sauf que des fois, tu t'envoies du monde là, au centre d'achat là, avec un T-shirt camouflage. Lui, sais-tu là, qu'ils se font pas dans le rack à cover de iPhone parce que on sait que t'es là, mec. Mais c'est pas comme si c'était beau comme linge. Moi, j'ai pas le réflexe de dire « j'aime ton style ». C'est plus comme « Ah, OK, t'es ce genre de personne-là ». C'est juste, ça dit beaucoup de choses. On sera jamais amis, etc. Les gens qui arrivent de la guerre, les vétérans, qui ont leur uniforme, OK, j'ai du respect. La personne avec la petite casquette, là, camouflage, non. Non, merci. Comment est-ce que les jeunes réagissent comme quand ils rentrent, là, tout son frère arrivé? Il doit avoir... ça doit être un choc pareil, là. C'est très différent pour certains, j'imagine. Ouais, c'en est un. Là. Je me remets à cet endroit-là en 2016. Là, quand j'ai rentré, j'étais impressionné. J'étais impressionné par l'imiteur. J'ai passé du secondaire à temps plein. Je me suis enrôlé à 16 ans. Okay. J'ai fait mon secondaire, mais j'ai rentré là, avec quartier à temps plein. Donc ça, c'est encore légal. À 16 ans... À 16 ans, il faut que les parents y signent. OK. Ouais. Parce que sinon, c'est 18. C'est 18. OK. Puis t'es arrivé là, mais tu devais, honnêtement, là, tu devais avoir peur. Ben, j'étais un peu stressé, c'est sûr, mais je rentrais là pour ça. Moi, ce que je voulais, c'est me développer en tant que personne, autant mentalement que physiquement. Puis, objectif accompli. J'ai eu des situations que j'ai pu me développer, là. C'est de développer la résilience, la discipline. Okay. Mais oui, au début, c'est stressant. Là. Puis, je le vois encore aujourd'hui, quand maintenant je suis instructeur, là, les jeunes peuvent être stressés. Je les comprends, c'est normal. Ouais. Mais après ça, ils passent au travers, puis sont heureux, ils sont satisfaits avec ce qu'ils ont fait. OK. T'as-tu le droit de les encourager ou... Bien sûr, c'est comme ça que ça se passe tout le long. T'sais. On les encourage, on veut qu'ils réussissent. On leur donne les moyens de réussir. C'est pour ça qu'on est là, nous. Okay. En fait, on les enseigne, on les donne des trucs puis pour qu'ils réussissent au mieux possible. C'est notre objectif. Est-ce que ce qu'on voit là, comme les inspections puis le lit à coup de lit au 45, moi, je l'ai vécu justement avec la régulière. Là, quand j'ai fait mon cours de métier de combat, j'étais dans une tente, puis il y a eu la grosse averse. Le lendemain matin, on avait une inspection, mais on n'avait plus de tente. La tente était partie dans la nuit. Okay. Donc, on courait après notre équipement. Toute la nuit, on courait après toute notre stock. On essayait de remettre la tente, puis que le lendemain, on était tout mouillé, notre stock tout mouillé. Puis notre instructeur arrive à... Nos inspections, généralement, c'est après le déjeuner. Donc, si on a un entraînement physique, ça va être à 5h30 le matin. Même chose pour la régulière, 4h30, 5h30 le matin. On va faire 1 heure, 30 minutes d'entraînement physique. On va se laver avec un timing, avec un temps très, très court. Après, on va aller marcher jusqu'à la cantine pour manger. Puis on va revenir. Généralement, on a 10-15 minutes là, pour tout faire en sorte qu'il n'y ait pas de poussière, que le lit soit au 45 pour la régulière l'été, pas le lit au 45, mais que toutes nos choses soient barrées, nos souliers, qu'on venait de courir, qu'il n'y ait pas trop de sable en dessous,
que notre sac de couchage pour l'été ou à la régule, que tout soit bien fait. Donc, c'est très serré. Ah ouais, là, c'était... Ils vous ont pas chialé? Il nous a regardé. Ben oui, là, c'est sûr. Là, lui, eux autres, c'était un petit payage qu'on appelle là, super funny pour dire, bon, ben, vous êtes pas propre, là. Mais finalement, c'est la tempête. Fait que tout le monde, on a dû marcher, mais c'était bonne ambiance, les instructeurs. On sait aussi qu'il y a une petite game qui se joue entre les instructeurs et les stagiaires. Donc, tu sais, ça a été vraiment très drôle, là. Sinon, pour un lit dans une bâtisse, c'est vraiment le lit avec le pli au 45. C'est pas assez tendu. On peut le défaire. Moi, dernièrement, sur mon QMB, il y a quelqu'un qui a oublié de fermer leur porte de chambre pendant qu'ils étaient partis en classe. Okay. Ça aussi, ça fait partie de l'inspection dans le jour. Tout doit être sécurisé parce que vous voulez pas vous faire voler de l'équipement. Ouais. Puis, moi, un de mes stagiaires, il a oublié de fermer la porte. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes leurs valises, je les ai empilées, j'en ai fait une pyramide. Fait qu'ils sont revenus, ils ont comme très bien compris que leur porte était pas barrée. OK. L'armée a évolué beaucoup. Oui. Mais ça reste que dans l'imaginaire collectif, c'est assez inhabituel d'être une femme dans l'armée. Est-ce que tu as l'impression... Exact. C'est un métier de combat. Artilleur, dans le fond, c'est un métier de combat. Donc oui, les femmes sont moins nombreuses que les hommes. OK. Est-ce que tu as l'impression que ça fait une différence ou que ça a fait une différence dans la façon dont tu as été traitée au quotidien, dans tes apprentissages ou comme qu'est-ce que ça change Honnêtement, dans mes années à moi, j'ai pas vécu justement l'impact le fait que je sois une fille, puis que ça a eu une influence sur mes performances. Au contraire, est-ce que oui, ma marche avec un sac à dos à 35 livres pour quelqu'un qui fait 6 pieds 2, qui a 35 livres aussi sur le dos, peut-être que je l'ai vécu un petit peu plus difficile que lui, mais aucunement j'ai été pris, soit on m'a jugé parce que j'aurais été plus faible que lui automatiquement visuellement. On m'a toujours donné une chance. J'ai toujours eu la chance de montrer mes capacités. Puis il y a de plus en plus de femmes en plus qui rentrent dans les métiers de combat parce que justement, les femmes réalisent qu'on est aussi capable que les hommes. Des fois, on performe mieux que les hommes aussi. Je veux dire, c'est vraiment individu par individu. Par exemple, dans ce cas-là, ça change rien. Tu l'as fait ta marche de la même façon que le même. J'ai fait de la même affaire. J'ai tout fait de la même façon qu'un homme à côté de moi le fait. C'est l'individu qu'on regarde, puis c'est pas de son sexe qui va avoir un impact sur ton opinion de la personne. C'était très différent à l'époque, j'imagine, mais les femmes avaient un apport nécessaire. Il y avait un apport, oui. De toute période historique, là, je dirais que les femmes ont eu un apport important quand même là, dans l'armée. Nous, plus précisément, par exemple, au Fort Ingalls, déjà en 1839, on sait qu'il y avait des femmes et des enfants au fort. Ah, qui habitaient littéralement dans le fort? Oui, qui habitaient dans le fort, oui. Parce ouais. que l'armée, bon, nous, on n'avait pas les mêmes types de contrats que vous vous en doutez. Là. Nous, quand on s'enrôlait, on pouvait, à partir de 14 ans, on signait un contrat de 25 ans. Et on partait avec ça et on pouvait aller partout dans le monde. Et ceux qui avaient déjà des femmes et des enfants, bien, il y avait une loterie qui se faisait parmi eux. Puis on dit qu'à peu près 10 % des soldats pouvaient amener femmes et enfants. Ah, ouais. Puis ça avait plusieurs qualités ou plusieurs effets que l'armée voyait comme positifs. Par exemple, si vous êtes en plein milieu du Canada francophone à des milliers de milles de toute civilisation, bien, si vous avez votre femme puis vos enfants, vous allez avoir moins tendance à peut-être courir vers les Américains en disant « Vive l'oncle Sam ». J'imagine que ça doit donner vraiment envie de défendre le fort aussi, pas qu'il arrive rien. Là, En tant que tel, là, ça c'est sûr. Ouais. Puis il y a aussi le fait que parfois il était utilisé là, par les officiers supérieurs, donnait l'équivalent de la moitié du salaire du soldat pour faire des travaux ménagers pour eux. Okay. Donc, il y a toujours eu même à notre époque, là, où on était excessivement sexiste, là, on se le cachera pas. Dans le passé, oui. Tu sais, juste notre arme fait 12 livres à peu près. Là. Okay. Et ça, c'est sans le reste de l'équipement, sans le sac à dos, qui était un petit peu plus lourd parce que tout était en fonte. Donc, voilà. Oui, c'est sûr que c'est pesant. Peut-être que tomber dans quelque chose de difficile, là, mais je veux dire... vous allez potentiellement tuer quelqu'un dans la vie? Non, ben, c'est pas autant... Comment ça marche? Comment vous dealez avec l'idée que vous allez combattre des humains potentiels? Ou est-ce que moi, je me trompe, puis c'est une perception qu'on a, puis...
C'est en fait la personne que tous les militaires ont, en fait, là, c'est que nous, on s'enrôle là, pour plusieurs raisons. Mais une des raisons principales, c'est pour servir le Canada, défendre le Canada. Puis je pense que là, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas l'objectif qui est visé, mais c'est de défendre le Canada, peu importe ce qui arrive. C'est des choses qu'on est prêt à faire, peut-être. OK. C'est pas l'objectif Fait du que tout. vous ramenez ça à quelque chose de plus... un objectif plus grand, plus large, puis vous descendez pas ça, justement, au niveau plus, humain, là, si on veut. Non. Est-ce que c'est possible que tu sois déployé? C'est possible. Moi, je suis réserviste. OK. L'armée régulière aussi peut être déployée. La différence entre la régulière et la réserve, c'est que nous, on est sous base volontaire. Ça veut dire que je suis obligé de rentrer une fois par mois, faire une présence. Je suis pas obligé de... L'armée décide pas de m'envoyer à des places différentes. Fait que je peux avoir une vie civile en même temps, les études. Mais oui, je pourrais tout autant envoyer en mission si je le désire. OK. Feu de forêt ou déploiement à l'étranger pour une zone de combat, t'as pas peur? Moi, j'ai donné mon nom en toute honnêteté à 4 tours en ce moment. J'attends. Qu'est-ce que c'est? 4 tours? 4 déploiements extérieurs du Canada. Donc, moi, j'attends, j'espère partir. C'est sûr que je veux T'espères pas. partir? C'est sûr que je veux pas forcément partir à la guerre. T'espères partir, mais pas à la guerre. Mais nécessairement. j'espère faire une influence parce que pour être accompli, je trouve qu'il faut partir au moins une fois. Donc, j'espère partir autant que c'est pour donner de l'instruction dans un autre pays, tant mieux. C'est pour aider une base à se monter, tant mieux. Mais c'est sûr que ça reste dans la tête de savoir qu'on pourrait finalement finir par faire une vraie guerre puis devoir lancer des bombes. C'est sûr que moi, consciemment, je sais que ce que je tire, je sais pas où ça va arriver. Donc, je sais pas le nombre de blessés qu'ils vont avoir ou le nombre de morts. Mais encore une fois, on veut jamais se rendre là. C'est pas notre but de se rendre là. Ouais. De ton côté, comment tu vois ça? Est-ce que tu as peur ou... Moi, en fait, j'ai toujours disponible. Là, justement, moi, je parlais surtout de l'aspect réserviste de ça. Parce que réserviste, on peut être entreprendre des études, entreprendre un travail civil, en même temps de faire l'armée, en fait. Moi, c'est plus ça un peu que j'ai fait. J'ai fait du temps plein longtemps, jusqu'à il y a 4 ans. Puis là, présentement, je viens de terminer mes études, puis je vais devenir policier, en même temps que je vais être militaire. Donc, c'est sûr, moi, c'est moins quelque chose que je vise à aller à l'étranger, parce que ma priorité, c'est ma carrière civile. Mais aussi, là, j'ai été disponible, j'ai fait des tâches, inondations, après ça, des équipes de compétition dans le monde, aussi à l'extérieur du Canada, pour en fait des voyages, puis des affaires de compétition internationale. Fait que, il y a plein d'opportunités. Mais oui, en tant qu'un déploiement, là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous aimez l'armée, là? Ah, il faut. Non, pour vrai, ça crée un lien très, très fort. Les gens, tout de suite, moi, je suis plus à temps plein que le sergent. Ça fait 4 ans que je suis vraiment à temps plein. Je suis quand même considérée comme réserviste, mais à temps plein. Donc, j'ai eu la chance d'aller au Nouveau-Brunswick, à Gagetown, sur la base à Gagetown. Puis j'étais seule, j'avais personne de mon unité, là. Je connaissais personne. Puis j'ai pris ma première journée, je me suis assise autour d'une table, puis finalement, mes 4 mois ont suivi que j'étais avec les 20 personnes qui étaient autour de cette table-là, puis on s'est toujours suivis, on a travaillé ensemble, on a sorti ensemble, à l'extérieur. On est devenus des amis, ouais. On se donne encore des nouvelles, puis ça crée vraiment un lien très solide, là. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission sur l'armée. On a appris vraiment beaucoup de choses, puis j'ai été quand même assez surpris. Je dirais pas que ça donne le goût, mais... C'est correct, ça. On sort d'un épisode sur l'armée. Qu'est-ce que tu as d'explosif à nous raconter aujourd'hui? Mais j'ai envie de te montrer l'aspect positif de l'armée. En fait, comment les technologies issues de l'armée ont changé nos vies. Fort intéressant, bravo. Je sais. Commençons par l'appareil photo numérique. C'est une technologie qui a vu le jour dans les premiers satellites espions. Donc, il y a quand même un petit bout de ça. Puis, c'était utilisé pour capter des images aériennes de l'ennemi, donc pour comprendre leurs installations, puis pour pouvoir les attaquer de façon plus solide. Plus précise, peut-être? Plus précise, peut-être, oui. Ouais. Solide et précis. Tu vois, moi, je serais une très bonne chef d'armée. Dans les années 70, le premier appareil photo numérique autonome a été créé. Puis aujourd'hui, bien, la photographie numérique, elle est partout, dans nos cellulaires et tout ça. Bien, ça part à la base d'un appareil qui visait à aller voir ce qui se passait chez l'ennemi. Probablement aussi à faire des selfies de militaires. Hey, t'imagines? Ça devait des milliers de selfies.
Ils ont eu du like, ces autres, là, ces réseaux C'est clair. sociaux. C'est clair. Le walkie-talkie vient aussi de l'armée. Ça a vu le jour pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça permettait une belle communication sur le champ de bataille. On a utilisé aussi des walkie-talkies dans la société civile par la suite, pour la sécurité publique, dans les chantiers de construction aussi. C'était hyper pratique. Puis ben, aujourd'hui, c'est rendu un jouet pour enfants. Ouais. Et tu sais, tout ça, c'est parti quand même de l'armée. Oui, C'est absolument. fou. Le duct tape, Non. savais-tu que ça vient de l'armée? La plus belle invention du monde? Hey! Ça vient de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été inventé, en fait, comme une nécessité de guerre. Donc, la façon qu'on scellait les boîtes de munitions, ça faisait perdre du temps aux soldats. Tu sais, les autres, ils devaient comme rapidement ouvrir la boîte, prendre les munitions, charger Ouais, leurs ouais. fusils. Donc, il fallait quelque chose de nouveau, quelque chose qui se mettait, qui s'enlevait facilement. Puis, on a inventé un ruban adhésif fabriqué à partir d'un adhésif qui est à base de caoutchouc qu'on appliquait sur un support durable en toile de canard, duct tape, canard, duct tape. Wow. Je sais. Moi aussi, quand j'ai découvert cette information-là, c'était un ruban qui était capable de résister à l'eau puis à la saleté, donc super pratique. Suffisamment solide aussi pour réparer de l'équipement, des véhicules puis des armes militaires. Et le duct tape a tellement une réputation de fiabilité puis de solidité que la NASA s'en est servie pendant ses vols spatiaux. Ah ouais, hein? Je sais pas sur quoi ils ont mis du duct tape. Je sais pas sur quoi ils ont mis du duct tape, mais je sais en tant qu'astronaute que si j'étais dans une capsule spatiale et que je savais que j'avais du duct tape, je serais comme rassuré tout d'un serais coup. à l'aise. C'est rassurant, Ouais, mais mettons tu que peux tout réparer. Mais tu vois quelque chose, là, rafistolé avec du duct tape, puis t'es, mettons, en flottaison autour de la Non, Lune. Tu dis ça clairement parce que t'as pas eu à utiliser du duct tape, parce que c'est l'avenir. Ça attache tout. Je te le dis. J'aime découvrir cette passion que t'as pour le duct Ah, tape. j'ai capote ça sur me le touche. duct tape. Très bon touche. produit. Savais-tu que l'armée, c'est aussi elle qui a inventé les dons de sang puis les banques de sang, en fait, pour les transfusions. La Première Guerre mondiale, carnage total, Ouais. ça a rendu nécessaire, en fait, les banques de sang. C'est le lieutenant canadien Lawrence Bruce Robertson qui a été le premier à promouvoir les techniques de transfusion de sang directement sur le champ de bataille. Donc, à l'époque, les premières transfusions, c'était de personne à personne, là. C'était genre, je m'ouvre une veine puis je me connecte à la tienne puis je t'en transfère. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ça a un petit peu évolué là, Un peu, depuis. quand même. Quelque chose de léger. Il y a des banques de sang qui ont été créées pour aider les blessés à l'époque. Puis aujourd'hui, ben, c'est super répandu. Les transfusions sanguines sont beaucoup plus propres, je Ouais. dirais, que sur le champ de bataille. Puis ben, ça sauve des vies encore aujourd'hui. Puis tout ça, ça part, encore une fois, de l'armée. Là, je m'adresse, ça peut t'intéresser aussi, mais je m'adresse spécifiquement aux femmes à l'écoute de l'émission. Les serviettes hygiéniques ont été créées par l'armée. Ça, je t'avoue, je ne l'ai pas vu venir. À l'origine, Ben Franklin a inventé les serviettes hygiéniques, les serviettes pour empêcher les soldats de perdre tout leur sang. Fait que c'est des espèces de gros pads, en fait, qu'on leur mettait sur le corps pour s'assurer qu'ils restaient en vie. Plus tard, ça a été adapté, ça a été un petit peu modifié, là, pour que les femmes puissent gérer leur flux menstruel grâce à ça. Et les premiers fabricants de serviettes hygiéniques, c'était aussi les fabricants de bandages. Fait que, tu sais, ça donne une idée à l'époque de quoi avaient de l'air les premières serviettes hygiéniques. Là. Ouais. Ça devait pas être cute, là, Non, mettons. Là. sûrement pas. Ça devait pas être super confus non plus. Finalement, en tant que grande allergique aux tomates, une des applications de l'armée, un développement que l'armée a fait qui est très utile, c'est l'épipène. Ça vient de là aussi. En fait, à l'époque, c'était un auto-injecteur destiné à être utilisé par les soldats quand ils étaient exposés à des toxines dangereuses sur le champ de bataille ou encore à des agents neurotoxiques. Donc, ça servait à ça, l'épipène. OK. Puis, aujourd'hui, chez les civils, ça aide plein de gens comme moi à pouvoir vivre en sachant que si je devais me faire piquer par une abeille, si je devais manger une tomate, si je devais, peu importe ton allergie, j'ai des chances de m'en survivre grâce à l'épipène. Incroyable. C'est fou, hein? J'avais pensé que l'armée était si utile, en fait, car avec une roulette de duct tape puis un épipène. On peut survivre à tout. Exactement, même aux tomates, imagine. Ben, tu sais, j'aime tout.